Je vous remercie d'être venu. Mais après l'intervention de Michel Defourny, c'est une joie du gâteau pour moi d'intervenir. Bon, on va la publier, j'espère avec les illustrations. Voilà. Donc, il a été dit que c'est à cause de moi qu'on avait parlé de Merveilleux. Je ne me souvenais pas exactement, mais enfin, tout au long de la journée, on va sur de l'émerveillement. Et c'est vrai que nous avons beaucoup parlé de la qualité esthétique, de ce problème du merveilleux, de cette particularité du monde du bébé, sur lequel je vais parler un petit peu. Mais on avait peu parlé, paradoxalement, de l'effet de ce qui se passe au niveau des parents. On n'avait pas consacré, on l'a abordé dans tous nos colloques, dans nos écrits, dans les cahiers, bien sûr, mais ce qui se passe vraiment sur le plan un petit peu théorique était un peu laissé de côté, bien que, je rappelle, soit toujours dans tous nos écrits, toutes manifestations, toutes les actions que nous faisons avec les bibliothèques, nous disons, et René Dyadkine, les premières actions, c'était toujours ça, choisir des lieux où les parents sont là, notamment, par exemple, dans les quartiers en difficulté, les PMI, sous le regard des parents, inciter toutes nos actions, toutes nos équipes, je les remercie d'être là présents, tous les liens que nous avons, je pense à Échanger Bibliothèque, l'importance de faire nos actions sous le regard des parents. Alors c'est vrai que nous avons beaucoup mis l'accent sur cette faculté d'émerveillement, sur ces agents, je dirais presque publicitaires, bien que ce soit contraire à ce que je dis avant, sur l'importance de ce qui se passe pour le bébé, ce qui se passe pour les petits et grands bébés, puisque pour nous, la tranche d'âge, c'est jusqu'à la 5e année, jusqu'à vraiment la constitution du sujet, du moi-je. Le petit bébé qui est encore dans les balbutiements du langage et après 3 ans, là, évidemment, la présence des veillots dans notre équipe est tout à fait précieuse. Comment se passe la conquête du petit moi, du petit moi-je, jusqu'au moment où il va vraiment intégrer le fait qu'il y a d'autres moi-je aussi importants que moi quand on est bébé. Voilà, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille. Et il y a donc, pendant toute cette période, la constitution du sujet, l'accompagnement, dont Evelio Cabrero parle merveilleusement bien, l'accompagnement par les histoires. Je voulais aussi, Michel Defourny nous a donné quelque chose qui m'aide beaucoup dans cette intervention, dans les contenus que nous apportons, nous, spécialistes du développement de l'enfant. Qu'est-ce que peut apporter ce monde de la littérature pour les bébés? Et toute cette période se fait donc en 2 étapes et dans un lien avec les parents, ce dont nous parlons aujourd'hui. J'ai vu le film que je vous insiste à voir, Les Misérables, et à la fin, qui reste comme ça un peu suspendu, la fin de l'histoire, je ne devrais peut-être pas le dévoiler, mais enfin bon, l'écran s'obscurcit et nous avons la citation de Victor Hugo. Il n'y a pas de bonnes graines, il n'y a pas de mauvaises graines, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Donc nous sommes tous là des cultivateurs et on essaye de voir comment fait-on avec ce qui peut devenir de la mauvaise graine, parce que ça c'est quand même très, très certain. Donc nous avons toujours dit, c'est tellement l'importance de faire cette lecture individuelle dans un petit groupe, sous le regard des parents, d'au moins qu'il y ait quelques séances où le parent soit concerné dans la durée. Et là aussi, c'est le deuxième point très important d'accès dont j'ai du mal à comprendre, qu'il ne soit pas généralisé en France, toujours en liaison avec les professionnels du livre, avec une structure de bibliothèque, et si possible, pris le relais, je parlais de la Trinité, là, la bibliothèque de la Trinité, que ce soit des professionnels du livre
qui nous apporte cette richesse. Comment peut-on se priver de ces compétences? Mais non seulement cela, la connaissance des albums, mais des auteurs, mais aussi la connaissance des publics. Parce que les professionnels des bibliothèques sont... Donc nous avons toujours beaucoup insisté là-dessus. Et sur le plan théorique, on a peut-être un peu laissé de côté des choses qui, en fait, pour nous sont assez simples. C'est ce qui se passe vraiment pour les parents. Est-ce qu'on peut mettre le petit film? Il rencontre un joli petit lapin de Garenne. Bonjour, belle oreille, dis-moi, qui est le plus fort? Demande le loup. Le plus fort, c'est vous, maître le loup. T'as vu le loup? Il est fort, le loup, hein. T'as vu? Comme toi, oui. Ce n'est pas n'importe quel loup, c'est un loup de Ramos, hein. Voilà. Juste dans la suite de cette séquence, c'est la maman qui est en train de lire à son fils et elle prend la parole en disant à quel point elle s'émerveille du fait que ses fils, d'ailleurs il n'y en a qu'un qui est présent, mais que en tout cas celui-là s'émerveille devant les livres et que ça lui plaît. Elle dit une phrase, moi je ne la connais pas par cœur, mais peut-être quelqu'un la connaît, en disant moi j'avais pas l'habitude de ça, mais en voyant que ça leur plaisait et qu'ils arrivaient à mieux parler, qu'ils arrivaient, voilà, ça m'a fait plaisir et ça me fait plaisir. Et elle raconte même que maintenant, il y a une autre maman dans la suite qui prend la parole aussi, que la maman, il y a une phrase qui me frappe toujours, c'est qu'elle dit la maîtresse autorise mon enfant à prendre un livre le week-end. Elle dit autorise et elle dit et mon enfant quand je lui ai lu l'histoire, elle a d'ailleurs Roule Galette dans les mains à ce moment-là, l'album Roule Galette du Père Castor, et elle dit et après il reprend le livre et il raconte lui-même et il y a un émerveillement de cette maman. Il y en a une autre qui est aussi interviewée à ce moment-là, c'est ça je pense que tu souhaitais qu'on remontre là, de ces deux mamans qui vraisemblablement n'ont pas été baignées par les histoires et qui là s'émerveillent et sont convaincus du bonheur que ça provoque à leur enfant et de ce que ça leur apporte. Dans le livre, c'est le livre de Marie, les livres c'est bon pour les bébés, mais le DVD... les livres c'est toujours bon pour les bébés. Voilà, c'est ça. Les livres c'est toujours bon pour les bébés. Donc c'est un DVD qui dure 32 minutes et là c'est un extrait qui est pris au moment où il y a une séquence qui se passe dans un centre de loisirs qui est, enfin vraiment je vous recommande la vision. À Pierrefitte. Voilà. Oui. Où les animateurs prennent la parole en disant à quel point cette lecture individuelle au sein du grand groupe, parce que là, pour le coup, si vous le voyez, c'est un grand groupe, apporte beaucoup aux enfants, leur apporte eux Christelle et aux parents. Amadage, je vais enchaîner. Christelle Amadage fait une longue séquence que je vous recommande. Une longue séquence où Christelle Amadage montre, pratique, et il y a aussi un éducateur étonnant qui est interviewé, ce que c'est que la lecture individuelle dans un petit groupe, qui là d'ailleurs est un grand groupe. Et c'est vraiment très didactique, très très bien montré. Et donc c'est une séquence qui a été tournée dans un centre de loisirs à Pierrefitte, où nous avons travaillé assez longtemps et qui a été ainsi repris en liaison avec la bibliothèque. Donc tous les éléments y sont. Et moi, je voulais aussi ajouter dans ce que je vais à vous dire, que j'avais dans mon souvenir, comme quoi ces images nous font rêver, merci à Marie Demeuse aussi, qui à plusieurs reprises, la réalisatrice, qui à plusieurs reprises montre en effet ce qui est au cœur des actions que nous faisons, axé comme modèle et qui a été reproduit à plusieurs, nous le savons maintenant quand même dans le monde entier. Hein. Donc, je m'étais souvenu, moi, qu'elle disait « Ah oui, tu es mon loup ». Vous savez, on rêve à partir des films comme ça. Ah, mais je me suis dit, non, il n'y a pas grand-chose dans cette scène, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais on sent qu'il y a cette identification chez la mère et il y a quelque chose qui a fonctionné. Et je dis, c'est pas n'importe quel loup. Après l'exposé de Michel de Fourny, c'est un loup de Ramos qui fait fonctionner comme ça, je crois. Hein. Et elle s'identifie. Et elle vit elle-même ce type d'histoire, je pense, hors réalité, mais en même temps très vraie, où elle comprend, elle est et si vous voulez, jusqu'à maintenant, on a laissé un peu l'idée que il y avait une identification, que les parents étaient contents, que ça leur faisait un plaisir parce qu'ils élevaient leurs enfants, etc. Mais non, il y a quelque chose en plus.
ils retombent eux-mêmes en enfance et ils savourent cette idée d'être un loup. C'est pour ça, je pense que moi, j'ai construit dans mon esprit, comme souvent dans les observations, que la maman elle-même vit l'histoire avec les enfants. Et que dans nos dispositifs, quand nous disons sous le regard des parents, même si c'est qu'une fois par mois, même c'est comme un spectacle, même l'importance de motiver comme ça, de faire venir un parent, nous paraît tout à fait essentiel. Alors on dit que c'est moi qui ai inventé émerveillement, je ne sais pas. Ah, ça, toi aussi. Moi, je croyais que ça venait de toi. Bon, c'était une réunion qu'on a faite et j'ai pensé que l'observation qu'avait fait René Diaclin, qui disait que les adultes s'émerveillaient de voir ses enfants s'émerveiller. Bon. Il y avait quelque chose d'extrêmement important. Je trouvais que c'est une observation extrêmement profonde. Michel de Fourny nous a donné l'exemple en disant, voilà, je vais vous présenter le livre qui m'a émerveillé, avec lequel aussi les enfants se sont émerveillés avec moi. Alors je disais, une manière de rendre hommage à René Diaclin de cette observation qui est une observation très précieuse. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que cet émerveillement ? Et là, je voulais aussi introduire, en mettant beaucoup l'accent sur le fait que Accès n'existe pas uniquement avec, c'est vraiment un travail collectif, avec des spécialistes du développement de l'enfant, mais c'est en même temps les échanges avec Geneviève, avec Michel, tous ces échanges qui nous permettent d'introduire des questions théoriques de cette façon. Donc, en fait, moi, j'ai appris, au début d'Accès, nous avons appris qu'il y a quelque chose qui s'appelle les histoires, les contes merveilleux. Voilà. Et que les contes merveilleux, je pense aussi à Bernadette Bricou, qui nous a, je vous invite, j'y regardais pour cette journée, l'intervention qu'elle a faite au colloque sur le bilinguisme en Amérique latine, que vous pouvez écouter sur notre site, où elle montre le trésor des comptines. Tout ce que les comptines et comment c'est la richesse des animaux, des sentiments, tout cet émerveillement. Donc nous avons appris, et nous travaillons avec cela, sur le fait qu'il y a plusieurs types d'histoires et qu'il y a justement les histoires qui se passent uniquement dans le monde du merveilleux. Il y a en fait deux grands chapitres, je dirais, deux grandes catégories. Les comptines et les contes merveilleux, dans lesquels la réalité n'est pas, il n'y a pas de distinction entre le monde de la réalité et le monde de ce qu'on invente, de ce qui est dans l'enchantement, dans l'émerveillement. Ensuite, après 7 ans, après la constitution du sujet, sont introduites des histoires qui sont mélangées, où le monde qui s'appelle, pour les spécialistes de la littérature, le conte romantique, qui, typiquement les contes d'Hoffmann, Harry Potter, où il arrive, et il y a eu, je trouve, un peu une sorte de vide, moi, quand mes enfants étaient tout petits, nous avons eu la chance, à 6 ans, il y avait Harry Potter. Mais je me souviens de discussions avec Joël Turin, où il n'y avait pas de grandes œuvres comme ça, qui occupaient la place du conte romantique. Et c'est beaucoup revenu avec le cinéma, bien sûr. Et donc, les bébés, grands ou petits, dans la constitution du sujet, nous sommes dans l'espace de cet émerveillement, cet enchantement, qui est la vérité, et où il n'y a pas de distinction entre le monde inventé par les auteurs, illustrateurs, et le monde du quotidien. Et c'est cela, les histoires que nous racontons aux enfants. Et je pense, quand on parle de l'émerveillement des adultes reviennent à cette période. Car, de notre point de vue, il est tout à fait intéressant de voir que ce genre littéraire reste apprécié tout au long de la vie. Les contes merveilleux, à condition, comme insistait René Diaclin, sur le fait qu'il soit aussi
qu'ils aient une écriture talentueuse. Il insistait sur le fait que même les contes de Grimm, il y en a qui sont quand même un peu embêtants, qu'on n'a plus envie de suivre. Je me souviens d'une expérience à un colloque d'accès où Evelyne Sevin nous a raconté Blanche-Neige. Alors c'était nos amis là, qui organisaient le colloque et qui ont dit on va faire raconter Blanche-Neige pendant l'entracte. Alors, je dis bon, ça se passait à Beaubourg. Je dirais ben, moi j'irai voir s'il y a une expo, etc. Tout le monde est resté comme ça. Tout le monde est resté écouter Evelyne Sevin de bout en bout raconter ce texte tout à fait extraordinaire, littéraire inégalé que sont certains contes de Grimm. Donc il est intéressant de remarquer que tout au long de la vie, nous allons nous intéresser à ce genre de littérature où, dans le fond, la réalité, la vérité est un petit peu aménagée au service de nos désirs les plus anciens. Donc les parents éprouvent pour eux-mêmes, je crois, c'est cela que nous voudrions développer ici, à l'aide d'exemples. Quand on leur lit, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le plaisir que nous avons. Je vais y revenir plus tard, plutôt en conclusion. Je pense que pour les illustrations, c'est différent. Je pense que pour les textes, dans tous les milieux sociaux, ce goût pour les histoires, contes merveilleux, histoires merveilleuses, comptines, la qualité, la musicalité des textes, tout le monde va garder va savourer, dans le fond, 2 concerts avec les bébés, et d'où l'importance de au moins se débrouiller pour que s'arranger, pour que dans les dispositifs, les parents soient là de temps en temps. Tout le monde, et dans toutes les classes sociales, vont apprécier la qualité du texte. Ça sera différent, je pense, on y reviendra un petit peu, avec les images et les illustrations, il me semble, dans notre expérience. Nous insistons aussi beaucoup sur cette importance de la lecture individuelle dans un petit groupe et sur le fait qu'il serait vain de vouloir mesurer ce genre de choses. Je voulais faire un petit chapitre sur le fait que nous sommes soumis en ce moment, vous savez, vous connaissez tous sans doute cette campagne dont on parle moins, parce que je pense que les moyens maintenant sont plus sournois, de pas de zéro de conduite pour les moins de 3 ans, ni d'ailleurs à mon sens pour les moins de 5 ans, voilà, jusqu'à la 5e année. Mais je pense qu'il faut bien remarquer que déjà le langage était quelque chose qui était très difficile d'indexer, puisque depuis Piaget, dans les échelles du développement, dans le compte-rendu du colloque, on mettra le site où vous pouvez consulter les échelles après le stade sensorimoteur, tous les stages cognitifs. Piaget a retiré le langage, je crois, parce que trop incertain dans son développement. On est là dans une très grande complexité. Ne parlons pas de la complexité à recevoir les histoires qui vont être dans des schémas qu'on ne peut certainement pas repérer à l'ordinateur, aux images cérébrales, aux IRM. Donc, ça paraît évident. Il n'empêche qu'on pense qu'on pourrait, après la campagne Zéro de conduite, le ministère de la Santé et les plans pauvreté, des choses comme ça, veulent qu'on remplisse des cases du Health Data Hub. Les données pour la santé, Hub, c'est plateforme, et les gens qui travaillent en petite enfance savent très bien à quel point elles ont dû résister, mais à quel point, néanmoins, ça prend beaucoup de... Donc, ça nous paraît tout à fait impossible de mesurer le degré, de faire une mesure, quelle qu'elle soit, à la demande des industriels de la santé, puisque ça, c'est laboratoire et autres. Vous savez que on donnera la référence d'un livre. Par exemple, il y a une époque où on a prétendu qu'en étudiant les cerveaux, on avait démontré que les femmes étaient moins capables que les hommes de devenir grandes mathématiciennes. Alors après, il y a eu des travaux assez prolongés qui ont montré qu'on ne pouvait pas faire des bêtises de ce genre, mais vous voyez jusqu'où peut aller le contexte du progrès.
Les scientifiques, par exemple, au moment de l'aviation, on s'était mis à beaucoup étudier des animaux préhistoriques qui volaient. Voilà, et c'était devenu un sujet tout à fait scientifique, tout à fait important. Et donc, chaque découverte matérielle induit des travaux qui sont peut-être pas très utiles tout le temps. Voilà. Quand j'étais l'idée donc, c'est qu'il y a là quelque chose, une littérature fondamentale qui va être directement à présenter aux familles et aux parents. Alors nous sommes dans une époque de dizaines de 50 ans en 50 ans, puisque maintenant ça fait quand même presque un demi-siècle que, en tout cas, les travaux dont nous sommes partis existent depuis cette époque-là. Et ça s'est vraiment généralisé, la lecture des livres. Mais notre souci, c'est que ça se généralise quand même d'une façon assez inégalitaire. Et il est difficile de convaincre que c'est dans les... Par exemple, cette idée évidente que ça se généralise, c'est une excellente prévention des retards scolaires. Je pense au dernier livre à tous les livres de Serge de Boimard qui montrent à quel point les récits, dès la petite enfance et pendant toute la scolarité, vont avoir d'importance. C'est vrai que je l'éprouve encore là maintenant, j'éprouve de la difficulté. Je suis allée au Maroc et pour moi, ça m'a semblé très simple de montrer qu'il fallait remplacer par les livres l'univers des comptines, qui est quelque chose dont on a beaucoup parlé à Accès, qui est publié et qui est quelque chose d'absolument universel. Et au Maroc, ça m'a paru tout à fait banal de dire, vous voyez, tous les parents connaissent les contes et les comptines et il suffit d'avoir des petites expériences pour que, l'écrit étant quand même de très, très général, ça va se substituer. Bon, c'est vrai que ça va quand même assez vite. Mais notre souci, c'est que ça touche quand même plus les classes moyennes. On l'a vu avec la commercialisation, que les publics que nous voulons toucher et qui sont vraiment notre travail de prévention pour lequel nous existons et nous nous sommes fondés. Et donc, je dis, mais il suffit de faire des petites expériences qui ont cette propriété culturelle de pouvoir être extrêmement écoutées. Qui ont une force de diffusion tout à fait importante. Et j'ai au Salon d'Oujda, Gilberte Say, qui est une femme qui faisait du théâtre pour enfants et qui a publié des petites conférences qui sont des thèmes très philosophiques, très élevés et qui s'adressent en même temps, ce sont des conférences publiques où elle fait d'abord parler un public d'enfants et ensuite un public d'adultes et qu'elle publiait. Et donc j'ai utilisé une de ces contenus qu'elle nous avait raconté. Il s'agit d'une histoire suivante. C'est un philosophe et spécialiste de l'écologie qui parle d'un tapis de neige qui change au Canada. Et à ce moment-là, il se passe des choses entre les ours blancs et les ours bruns. Parce que les ours blancs sont obligés de descendre parce qu'ils n'ont ils ne peuvent plus pêcher de la même façon. Et les ours bruns montent parce que le tapis de neige fond. Et alors ils ont des bébés ours. Et ces bébés ours sont intéressants parce qu'ils intéressent les spécialistes de l'écologie, parce qu'ils ont les qualités. En fait, ils sont plutôt mieux que leurs parents. Évidemment, ils chassent un peu moins bien, parce que les griffes, c'est pas pareil que la maman ours blanc, etc. Mais enfin, ils se débrouillent mieux avec cet environnement. Et donc, c'est une belle philosophie que de voir les nouveaux arrivants dans les changements de la planète, et que c'est donc un espoir pour l'espèce humaine, quand elle soit un peu moins bête et un peu plus animale, pour laisser faire les choses comme il faut en prenant des bonnes mesures. Et donc, moi, j'ai eu cette idée au Maroc de dire, ben voilà, il y a le tapis des comptines, de la littérature orale, qui est indiscutable. Il y a
mes amis, nos amis, Jalil Benani et son groupe, nous expliquaient à quel point ce qui ne s'appelle pas l'école maternelle, mais le préscolaire est quelque chose qui n'est pas du tout à la hauteur, que l'école primaire elle-même, c'est des oralisations comme dans le temps où on ne se préoccupe pas que les choses qu'on lit veulent dire quelque chose, qui a fait dire après que quand on montrait que l'écrit qu'on oralisait avait du sens, que c'était la méthode globale, alors que ce n'était pas du tout ça, c'était tout ce mouvement, apprendre à lire et à écrire, c'est construire du sens, donc d'avoir 2 registres, on n'a jamais fait la lecture globale de façon importante dans les écoles françaises, mais ça a déclenché cette bataille contre l'inégalité devant l'écrit, déclenche encore maintenant des conflits. Donc, et voilà, il suffit de faire des expériences ponctuelles. Il paraît que la Bibliothèque nationale, il y a eu une très bonne bibliothèque à Rabat qui travaille actuellement à la Bibliothèque nationale. Voilà comment nous travaillons. Et on va faire que le tapis des comptines devienne le tapis des livres. C'est inexorable. D'ailleurs, il y a des choses tout à fait positives avec les calligraphies dans les murs de mosquées qui sont magnifiques. Et les tapis, justement, tu me disais que tu connais bien le Maroc. Il y a un langage des signes, parce que comme dans l'islam, on n'a pas le droit de figurer des personnages ou des fleurs, enfin dans la plupart des... il y a un langage des signes géométriques qui est très apparenté à ce que peut être les comptines, c'est-à-dire que les femmes des différents villages, quand elles vont porter leur tapis à vendre au marché, savent très bien quel est le sens de certains dessins. Alors, des petits rectangles qui représentent des chevaux, des triangles qui représentent des habitats de tentes, enfin, des personnages qui sont figurés dans des diverses actions, comme ça par des représentations géométriques. Et la relation de Marie autour de ces comptines marocaines me refaisait penser à ça. Il y avait un langage des signes géométriques dans les tapis qui était encore un autre langage que la calligraphie, mais qui était quand même quelque chose qui pouvait s'apparenter à des comptines. Alors donc au Maroc, j'ai développé cette idée que je vous transmets aussi, qu'avant ces comptines verbales, elles étaient, d'abord les contes étaient adressés à tout le monde, les enfants c'était de surcroît, on racontait ça à la veillée, et ça circulait entre enfants et adultes, c'était l'univers merveilleux où le principe de réalité, comme nous disons-nous, n'intervient pas de la même façon, et qui reste réveillé par l'enfant, mais qui est une propre fonction, qui reste toute la vie chez l'enfant. Cette pensée magique, cette autre vérité. Je viens de lire, j'étais dans les citations de Victor Hugo, et j'ai lu Boris Vian qui dit « C'est la vérité, je l'ai écrit hier ». Tout à fait. Et j'ai l'idée, je pense que ça reste vrai, qu'avant, la transmission orale était liée à des pratiques, à des métiers. L'enfant était dans les jupes des mères et dans les pieds des ouvriers, des gens qui faisaient les objets. Donc il y avait là une réalité pratique qui était transmise avec les premiers récits. Et la société a complètement changé. Je suis arrivée à Oujda, c'était un monde de pancartes. Et j'ai pensé, beaucoup de pancartes en français d'ailleurs, ou des pancartes en arabe, mais beaucoup qui n'étaient pas en calligraphie. Et on voit à quel point, et ça m'a fait penser aux travaux d'Emilia Ferrero qui montrent et qui sont à la base d'accès et du contact précoce avec les livres, que les enfants très précocement s'intéressent aux lettres écrites. Nous sommes partis de ces travaux. Et au dessin aussi. Les petits Indiens, quand ils voient une affiche schématique sur leur boîte de petit déjeuner, disent bébé dans leur langue. Je ne sais pas comment on dit bébé dans les langues, les 60 langues indiennes
de Colombie, nous avons reçu en cadeau lors du précédent colloque les comptines. Voilà. Donc il y avait à ce moment-là une association entre la réalité du travail pratique, de comment les gens vivent socialement, l'école, de la matérialité pratique des métiers, et les griots, par ailleurs, faisaient la transmission la plus abstraite, par oral. Or, maintenant, évidemment, la société a complètement changé, et l'idée qui nous vient, qu'on peut défendre, qu'est-ce qui la remplace? C'est ce dont Michel de Fourny nous a parlé, et c'est formidable cette journée comme nous le complétons, ce sont les images et les illustrations qui ont pris une très très grande place dans l'éducation des enfants. Et s'ils n'ont pas de livres, c'est tout le reste. Les images sont très très envahissantes et je pense qu'il y a donc une substitution. Alors le problème, c'est que là, autant dans les histoires, d'où l'importance de faire participer les enfants au contenu des histoires, qui connaissent souvent mieux que les lettrés. Je me souviens j'étais passée à la radio à Mexico et j'ignore moi-même la comptine, quelqu'un peut peut-être m'aider dans la salle, le bâton qui est le feu qui est éteint par et je n'arrive jamais à m'en souvenir, voilà. Et je pense que dans mon milieu, c'est souvent comme ça. Les gens qui lisent beaucoup, ils vont moins savoir. Et il y a quelqu'un, la dame qui travaillait dans la maison, enfin la femme de ménage, qui sait mieux me dire la comptine comme ça. Voilà. Hein. Donc cette transmission orale, elle est bien connue, mieux connue dans les populations qui ne sont pas trop lectrices. Et par contre, les illustrations, c'est plus compliqué. Je me souviens au début d'accès d'une révolte parce que Elisabeth Lorty avait critiqué les Martines. Vous connaissez tous les Martines, on connaît encore ici les Martines, hein, en disant que c'était quand même pas de très bonnes illustrations les Martines. Bon, moi je me garde je regarde Michel en tous pour savoir ce qu'il en pense. Mais c'est vrai que les enfants sont de meilleurs juges pour les illustrations. Je voudrais vous communiquer une observation qui se passe dans La Pouponnière de Nathalie Virneau. C'est un enfant ils sont deux frères. Vous savez, La Pouponnière, c'est vraiment les cas les plus extrêmes, démunis, où on n'a vraiment pas trouvé de solution. La Pouponnière de l'Essonne à Bretigny est d'une très, très bonne qualité. Ce sont des enfants qu'elle a appelés Isaac, d'une sorte de secte, avec vraiment une inéducation complète. Un enfant dans sa 3e année. À un moment, il y a une espèce de camion en bois dans le jardin et il voulait absolument faire démarrer le jardin. Enfin, vraiment très peu éduqué. Alors, il demande certains livres et puis, à quoi il va s'attacher? Il va s'attacher dans la voiture et puis à le seau. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui où le seau, le parent est ficelé. Bon. Et il adore, vous voyez, on nous dit ça, c'est des auteurs, il y a un chercheur dont je tairai pudiquement le nom, qui dit que c'est un auteur pour les bourgeois, pour les gens lettrés, Ponty, comment peut-on, c'est une étude sur 40 cas, c'est publié dans Le Monde, hein, c'est affreux. Ouais. Et donc, il s'intéresse beaucoup au passage dans la voiture. Et non, c'est pas celui-là. C'est là où ils font les courses dans le Monoprix. Vous connaissez tous. Alors, il rentre dedans. Bon, je vous le raconte, vous voyez, sans image. Bon, je reste ancien. Il rentre dedans, il pose des questions. Enfin, il a vraiment une attitude de très bon lecteur. Et alors, le seau. À un moment, le papa est dans un bain. Alors, vous savez, il n'y a que des morceaux qui sortent. Alors, ça l'intrigue. Il reconstruit très bien l'histoire. Il investit beaucoup ses livres. Et nous voyons ça tout le temps. Nous voyons ça à l'épicerie sociale de Sainte-Geneviève-des-Bois, nous voyons ça à la prison de Fleury-Mérogis, dans la salle d'attente des parents. Nous voyons à quel point les enfants ont un goût très sûr pour les illustrations les plus
complexes et dont les adultes qui ne sont pas dans le coup nous disent tout le temps, mais comment, non, il faut des livres plus simples pour les milieux plus simples. Eh bien, ce n'est pas vrai, voilà. Alors, on va terminer. Je voulais rappeler, spécialiste du développement, le bébé, à sa naissance, a une capacité de reconnaissance des images étonnante. Ce sont les travaux de Scania de Schoen. On présente 2 images comme ça, vous voyez? C'est pas l'écran. C'est incroyable, hein? C'est la même chose. Et un bébé qui vient de naître, si on lui présente ça, il s'en fiche complètement. Si on lui présente ça, il se met à téter. Je me suis un petit peu attardée à regarder les 2 choses en même temps. Il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne. Après, l'enfant va se mettre à faire ce qu'on appelle des gribouillages. Je ne sais pas pourquoi. Qui ont beaucoup intéressé les grands peintres. Rembrandt dessinait tous les matins. Il a beaucoup regardé les dessins de son fils, mort prématurément, qu'il a peint. C'est un tableau merveilleux. Et il dessinait pour rien. Ces tableaux sont exposés, évidemment, c'est absolument magnifique. Ces tableaux cette activité a beaucoup intéressé Picasso, qui toute sa vie a dit, probablement l'origine du cubisme vient de ces choses-là. Hein, l'enfant va faire d'abord des gribouillages avec des points, et ensuite il va aller vers des lignes qui donneront la maison, et ensuite plutôt des cercles qui donneront le bonhomme. Et cette activité intense est secrète, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Il y a eu peu de travaux là-dessus, il y en a, mais enfin, peut-être Michel en connaît plus, a fasciné les grands peintres. Et d'ailleurs, Picasso copie Rembrandt. La pisseuse, il y a une pisseuse de Rembrandt qui est sûrement inspirée d'un dessin de son fils, je pense, parce que c'est classique, hein, c'est... faire pipi, le petit pénis, tout ça, tous les enfants passent par là. Et donc toute cette activité secrète de l'enfant, très dense, qui nous échappe, a quand même l'autre aspect, et j'ai une chance formidable d'intervenir après Michel, je ne sais pas comment ce discours serait passé si tu ne nous avais pas montré tout ça, qui est voilà, sur un plateau, hein. Et là, les adultes sont en difficulté. Là, les adultes, des adultes lecteurs vont effectivement, je pense, être plus à même, et encore, il faut vraiment qu'il y ait cette pratique que nous faisons, cette pratique de l'album, si possible avec le papier, éventuellement avec les livres cartonnés, dont il y en a de merveilleux, mais certains qui sont passés de l'un à l'autre, quel dommage. Et donc, ça nous donne quand même la clé et je pense que cette transition dans nos sociétés, des sociétés, on ne peut pas dire archaïques, qu'est-ce qu'on dit ? Les sociétés premières, voilà. Ce passage de la culture que nous pouvons aider avec les albums, il faut savoir que, comme nous l'avons toujours dit, comme Axel l'a toujours défendu, après René Diadkine, l'aîné, avec Eveillot, qui était quelque chose, mais nous apporte tellement de choses sur ce qu'est le langage spécifique par rapport au développement de l'enfant en général, et ce qu'est la culture, parce que tu as la compétence d'être en même temps spécialiste du langage et en même temps aussi du développement de l'enfant, ce qui est rare. Et puis aussi des éléments de ta vie en Colombie nous apportent terriblement aussi la culture. Hein. Donc, nous, notre arme, en effet, c'est les albums, c'est les livres, mais avec cette difficulté que ça va être plus compliqué et qu'il faut passer. Il faut continuer, Isabelle Souer. Et nous, nos lectrices, ça passe beaucoup par la voix, ça passe beaucoup par le contact direct, par cette fameuse lecture individuelle dans un petit groupe. Et ça éclaire, je crois, cette transition où nous démontrons tout le temps qu'il n'y a pas d'inégalité avant 6 ans.
sauf si les enfants, c'est la fameuse citation que nous avons toujours répétée de René Dyadkine, qui est issue de tous les travaux de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, de Piaget, et de toute... Là, j'ai fait une intervention à la radio de Lausanne, au France Culture de Lausanne, où ils font un travail remarquable avec les logopèdes, puisque c'est le nom des orthophonistes en Suisse, montrer la richesse de la diversité des langues, que tout ça, quand même, l'importance de la transmission orale, je le dis à nos amis bibliothécaires, est extrêmement importante pour les débuts de la littérature. Mais en la mariant, ce lien étroit que tu nous as présenté ce matin, des illustrations, est une force de conviction considérable. Mais il faut bien mesurer les résistances. Parce qu'autant les parents de tous les milieux sociaux, je reviens à Victor Hugo, nous sommes les cultivateurs. Comment faire pousser les graines? Les graines, elles poussent mieux par l'oral. Oui, il y a une égalité de toutes les catégories sociales, parfois même une plus grande richesse dans la connaissance de la transmission orale de cette culture remarquable. Par Michel de Fourny, voire Bernadette Bricou, c'est à chaque fois, c'était là l'importance aussi de travailler avec des disciplines différentes, de ne pas oublier les bibliothèques. Alors ça, il y a un mal français, hein, le livre repose sur l'école, mais quand même, il faut qu'il y ait un peu des catégories. C'est l'excellence scolaire, c'est les gens qui ont des livres à la maison, etc. On sait que ça, c'est notre combat général. Alors que... pourquoi je vais m'arrêter sur ce point. J'ai entendu à la radio, à France Info, ils interrogent des gens vraiment responsables, quelqu'un qui s'occupait des sans-emploi et qui était vraiment d'un très bon niveau. Alors il dit, mais il n'y a pas que la recherche de l'emploi, les livres, c'est important. Et alors, c'était l'époque de traverser la rue. Il faut traverser la rue pour aller à la... Qu'est-ce que vous attendez? Bibliothèque. Pour aller à la librairie. Mes amis libraires, c'est très important, bien sûr, mais cet oubli systématique des bibliothèques qui réservent l'avenir. Hein? Faut-il qu'il y ait une mafia et des choses comme ça, des fusils dans les rues pour que la bibliothèque soit un lieu de refuge comme à Bogota, pour qu'on ait les meilleurs bibliothécaires du monde? Non, je mélange un peu tout, mais enfin... ce lieu bibliothèque qui tombe sous le sens, il faut qu'ils continuent à venir. Quand ils sont ados, maintenant l'informatique est à leur disposition. Pourquoi cet oubli politique des bibliothèques? Bon, peut-être un peu ça. Prenons les exemples dans les autres pays, peut-être. Merci de m'avoir écouté.